Au deuxième jour de son audition, le général Gilbert Diendéré campe sur ses positions. Il n'est pas l'auteur du coup d'État manqué de septembre 2015, a-t-il encore martelé, expliquant que la hiérarchie militaire lui aurait apporté tout son soutien dans le rôle qui était le sien au moment des faits. Alors que le terme du contrat était connu en amont, les enseignants recrutés dans le cadre du programme Emploi Jeunes dans l'éducation nationale se plaignent de leurs conditions salariales 2 ans après le début du PAJEN. Vous les entendrez tout à l'heure. Et puis, dans ce journal, nous recevons Adama Coulibaly, il est le président de l'APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, un nouveau parti politique qui prône une nouvelle manière de gouverner. On entendra ses propositions. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. 2 ans après le début de sa mise en œuvre, le programme d'emploi jeunes pour l'éducation nationale est au centre d'un mécontentement. Les 5000 jeunes enseignants environ qui ont été recrutés se plaignent de leurs conditions salariales et parlent de plans de carrière illisibles. Salidatou Ouedraogo, Sandrine Zougouri. 2 ans d'existence, 2 ans de problèmes au PGN, le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Les enseignants se plaignent toujours. Salaire, statut, rien ne va selon eux. Avec de telles réalités, le professeur PGN est une grave anomalie dans le paysage de notre système éducatif, notamment dans son sous-secteur enseignement post-primaire et secondaire. Ces personnels souffrent d'un manque de considération sociale, sans aucune carrière garantie et une rémunération conséquente pour faire face correctement à leurs obligations sociales. D'un mal de vivre dans leur environnement professionnel. En se lançant dans ce programme, c'était le volet intégration. Ce n'était pas le plan salarial seulement qui intéressait les gens. C'est dû au fait que, à la fin du communiqué, on dit que l'intéressé sera intégré à la fonction publique par un mécanisme spécifique. Alors, par un mécanisme spécifique, ça n'a pas été dit que c'est un concours. Alors, donc voilà pourquoi nous abondons dans nos revendications ou dans nos demandes en disant que nous voulons une intégration sans condition. Ces enseignants reçoivent 6 mois de formation théorique et pratique avant d'être déployés dans les lycées et collèges. Ce temps de formation est jugé insuffisant pour les encadreurs. On a été formés pendant 3 mois et 3 mois aussi de stage. Voilà, donc je pense que ce n'est pas mauvais en tant que tel. Mais ce que nous, présentement là, ce que nous voyons, c'était mieux de recadrer ça. Ils peuvent recruter, mais qu'ils forment. Et avec un intervalle plus que cela. Les 3 mois-là, ça ne permet pas, quand on dit, en fait, c'est comme si on vient condenser les matières. Au lieu de 25 et 50 heures, on vient faire 25 heures. Vous voyez, donc, c'est tout ça là nous déplorons. Le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, PGN, se veut une réponse au problème de chômage des jeunes diplômés. 5250 professeurs ont été recrutés depuis sa création. Voilà, à noter qu'à terme, c'est plus de 16 000 jeunes enseignants qui devraient être recrutés sur 5 ans. Un recrutement qui entre dans le cadre du programme présidentiel dans sa dimension résorption du chômage. Eh bien, justement, de chômage, mais aussi de politique et d'économie, nous parlons ce soir avec l'invité de ce 19h30, Adama Coulibaly. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti politique l'APP Burkindi. L'APP Burkindi, c'est ça? C'est oui. L'alternative patriotique panafricaine Burkindi. Oui. Voilà. Et vous tenez bien au Burkindi, c'est ça? Absolument, oui. Voilà. Vous êtes un nouveau parti, vous avez été créé en juin dernier. En juin, le 2 juin précisément. Et vous avez effectué votre entrée politique ce week-end, notamment le 24 novembre. Ce 24 et 25. 24 à Ouagadougou et 25 à Bobo-Dioulasso. Voilà. Vous avez même fait une conférence de presse. Je vais lire un de vos propos de cette conférence de presse. Vous avez dit « Nous nous plaçons sans réserve dans l'opposition sans faille contre les anciennes pratiques politiques désastreuses développées par le pouvoir actuel et les anciens serviteurs du régime Compaoré aujourd'hui actifs dans l'opposition à travers le CEFOP. » Vous envoyez 2 ados et le parti au pouvoir et l'opposition politique. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau?
Nous proposons justement l'Awal Burkindi, c'est-à-dire le chemin de la dignité. Parce que le Burkina est fatigué de 30 ans d'errance politique, de supercherie en tout genre. Et nous avons fait le constat que ça ne pouvait pas continuer et que mais il ne suffit pas seulement de les déclamer, mais il faut également agir. Et pour agir, nous sommes des militants de très longue date. Nous avons dit que, avec tout ce que nous avons fait, avec toutes les luttes qui ont été menées dans ce pays et tous les sacrifices qui ont été consentis par nos aînés, par nous-mêmes, avec des pertes en vie humaine, des crimes non élucidés jusqu'à présent, non résolus, en tout cas sur le plan de la justice, il n'était pas possible de rester les bras croisés. Il fallait rentrer dans l'arène parce que, après l'insurrection populaire qui a donné un signal fort, un message de fond à l'ensemble du peuple et des dirigeants, et dire nous voulons un changement radical, une rupture avec les anciennes pratiques. Suite à cela, en 2015, la résistance héroïque de l'ensemble du peuple au coup d'État, où il y a eu une unité de l'ensemble du peuple face à ce coup d'État inacceptable, il n'était pas possible de rester les bras croisés parce que le message n'a pas été entendu. Ceux qui ont été élus en 2015 avaient dit, le président Kaboré avait dit, à l'occasion d'une émission télévisée, c'est ceux qui habitent la maison, la case, qui savent où sont les trous par lesquels l'eau passe quand il pleut. On a l'impression qu'ils ne savent plus où sont les trous ou que les trous sont devenus béants. Et ça, ce n'est pas acceptable. Plus de 2 ans après l'insurrection et la résistance au coup d'État, nous constatons que les Burkinabés souffrent encore et que c'est les mêmes pratiques qui reviennent. Alors que nous constatons que dans l'opposition également, il existe des gens qui ont déjà dirigé dans le gouvernement de Blaise Compaoré, ou en tout cas dans les partis de Blaise Compaoré, ceux-là qui font front commun. Et nous disons qu'il faut autre chose, il faut une véritable rupture, il faut une alternative. Et cette autre chose-là, c'est quoi? Dans le contrat social nouveau que vous proposez au Burkinabé, quels sont les piliers essentiels sur lesquels vous vous fondez? Alors, la première chose à faire, c'est de redonner au Burkina le vrai sens du nom que notre pays porte. Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. La morale, elle avait agonisé, elle agonisait, comme le disait l'ex-président de l'Assemblée nationale, Bougnessa, mais cette fois-ci, elle n'agonise pas, elle est morte. Il faut que les valeurs essentielles qui ont été enseignées, et qui sont toujours enseignées dans beaucoup de contrées dans notre pays, traditionnelles, soient remises au goût du jour. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur nos valeurs traditionnelles, dans ce qu'elles ont de plus positif. Également, en termes de gouvernance, évidemment. En termes de gouvernance, concrètement, qu'est-ce que vous proposez notamment aux jeunes? Aux jeunes, bien entendu, d'abord, leur dignité. Ça, c'est important, j'insiste là-dessus. Ensuite, faire en sorte que les voleurs cessent de nous piller et que les incompétents retournent se former et que ceux qui sont compétents s'occupent de ce qu'il faut pour que nous puissions proposer à la jeunesse ce qu'elle mérite. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école ou qui n'ont pas été à l'école seront formés. Ceux qui ont été à l'école seront également formés dans le sens de pouvoir leur trouver des emplois. Et cela, c'est tout à fait possible. Comment vous faites concrètement? Parce que ce que vous proposez, plusieurs partis politiques l'ont proposé, le parti au pouvoir l'a proposé, dans l'opposition, les partis le proposent. Concrètement, sur quoi est-ce que vous fondez pour pouvoir résoudre le problème de chômage des jeunes au Burkina Faso? Non, nous ne sommes pas... ce n'est pas proposer et faire ces deux choses différentes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà, proposer et faire ce que nous proposons, ce que nous comptons faire concrètement. D'abord, c'est lutter contre la corruption, lutter contre le pillage pour avoir suffisamment de ressources. Modifier le programme national des enseignements pour que l'enseignement, l'éducation nationale puisse former les gens pour qu'ils puissent servir le pays, non pas seulement dans la fonction publique, mais également tenir compte de ce que notre pays a pu développer jusque-là dans le secteur informel, dans le domaine agricole, pour que les jeunes, au-delà des bonnes actions qui ont été menées, mais qui étaient suffisantes, et des bricolages aussi, que nous puissions véritablement regarder ce qui se passe pour proposer, parce qu'il y en a qui volent tellement, que c'est parce qu'il y en a qui prennent la part des autres que nous n'arrivons pas justement à avancer. Quelles sont les actions que vous comptez mener très prochainement après votre entrée politique? Alors, pour mettre la machine en marche? L'implantation du parti. Parce que nous ne sommes pas dupes et nous ne sommes pas stupides, nous sommes des militants dans l'âme et dans la pratique. Nous allons travailler à poursuivre l'implantation du parti au sein des populations, discuter avec les populations, aller à leur rencontre, leur expliquer qu'un autre Burkina est possible parce que les Burkinabés ne croient plus du tout en la politique.
Parce que nous avons des politiciens, nous voulons des hommes d'État. L'homme politique, le politicien tel que nous connaissons au Burkina pense aux prochaines élections. Ils ont d'ailleurs commencé les campagnes. Nous voulons des hommes d'État. L'homme d'État, lui, pense aux futures générations. C'est ce qui nous intéresse. Alors parlons un peu d'actualité. Vous êtes un parti de gauche. Vous savez que le prix du carburant a été augmenté. Quelle est votre position là-dessus? Évidemment, nous sommes très surpris et nous désapprouvons totalement la manière dont le gouvernement a imposé cette augmentation de prix et les arguments qui ont été avancés aussi. Quand on voit que la Sonabi est largement, ses comptes sont largement positifs. Et dans le même temps, on nous dit non, il y a des difficultés. Et on parle de l'effort de guerre, alors que nous sommes attaqués, nous sommes en guerre en effet. Mais depuis 2015, quelques temps seulement après l'investiture de la prestation de serment du président Kaboré, c'est-à-dire que nous sommes en guerre, donc nous ne comprenons pas qu'on puisse acheter des voitures neuves pour les ministres et que d'un côté, on augmente, on fait payer les prix, les errances politiques de certains par les populations, par les travailleurs. Alors vous êtes contre l'augmentation du prix du carburant. Est-ce que vous êtes pour l'augmentation des salaires dans les différentes manifestations de la fonction publique? Alors, non, il faut qu'on se comprenne. Nous ne sommes pas un parti de gauche, mais nous ne sommes pas un parti de gauche ni dogmatique, ni irréaliste, ni idéologique, ni irréaliste. Idéologique, notre idéologie se fonde sur nos valeurs traditionnelles. Et puis aussi, nous empruntons aussi aux autres un tout petit peu, ça c'est sûr. L'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires. Non, je voudrais justement préciser quelque chose. Nous ne sommes pas contre de manière stupide, pas par principe. C'est parce qu'il n'y a pas eu de communication. S'il y a des augmentations, ça peut être nécessaire. Il faut que ce soit expliqué, que ce soit justifié, mais que tout le monde participe à l'effort national. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement une question de période. Maintenant, vous trouvez que les manifestations des fonctionnaires pour des mesures pour qu'on augmente les salaires sont fondées et justifiées? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, que pensez-vous des 53% du taux dans le budget, des 53% du taux du budget consacré au paiement des salaires des fonctionnaires, au fonctionnement de l'État? Parce que justement, ceux qui nous ont gouvernés jusque-là n'ont pas eu suffisamment de courage pour réformer tout cela. Parce que le Burkina, ce n'est pas seulement la fonction publique, je suis désolé. Et il faut que l'ensemble des Burkinabés qui travaillent du matin au soir, et là, c'est des millions de Burkinabés, dans les campagnes, dans les villes, dans les périphéries des villes, ces gens-là méritent aussi que le gâteau national, les richesses nationales puissent leur parvenir. De ce point de vue, il faut une réforme en profondeur, une administration moderne. Nous voulons une république moderne, démocratique, qui se fonde justement sur des critères de justice sociale, mais également qui permettent à ceux qui produisent des richesses, qui créent de l'emploi, d'avoir aussi suffisamment de moyens pour créer des emplois qui eux-mêmes profitent à notre pays. Alors, dernière question, vous vivez au Burkina Faso? Je vis à Paris. Vous vivez à Paris? Oui. Et comment vous faites pour pouvoir gouverner le Burkinabé alors que vous vivez à Paris? Les circonstances ont fait que je vis à Paris. Mais et vous comptez être président au Burkina Faso? Disons que je m'implique dans la politique. Notre parti va aux élections. Comment vous faites pour connaître le quotidien des Burkinabés alors que vous vivez hors du Burkina Faso? C'est très facile parce que je suis un militant dans l'âme. Je milite au Burkina. Ce n'est pas les Burkinabés, voyez-vous, nous n'avons pas perdu ce que notre éducation nous a apporté. C'est-à-dire qu'on nous a appris la solidarité, l'ancrage national tout en étant ouvert vers le monde, sur le monde. Et c'est ce que nous faisons. En étant en France, nous avons beaucoup travaillé pour le Burkina Faso. Nous sommes burkinabés, nous aimons profondément notre pays. Et ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on n'aime pas son pays, qu'on ne travaille pas pour son pays. Bien au contraire. Nous considérons d'ailleurs, nous sommes un parti panafricain, qui considère que l'Afrique est le continent qui a le plus de diaspora, le plus grand nombre de ressortissants à travers le monde. Et au Burkina, c'est d'autant plus valable pour les Burkinabés qui sont partout dans le monde. Mais ils sont unis, les Burkinabés, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Nous vivons les mêmes réalités. Quand nos frères, nos sœurs, nos parents souffrent ici, nous souffrons avec eux. Certainement que vous allez revenir pour un moment un peu plus long à l'approche de la campagne présidentielle pour pouvoir vous adresser aux Burkinabés directement et pour pouvoir vous imprégner encore de la réalité du quotidien du Burkina Faso profond dans les provinces, dans les régions, dans les villages. Ce serait peut-être plus intéressant. Merci, M. Adama. C'est ce que je fais habituellement. Je tiens à vous le dire, quand je suis au Burkina, je suis très bien au village. Et là, je reviens régulièrement dans le pays. Nous nous organisons à l'extérieur du pays pour soutenir le pays. Une dernière chose, c'est que nous avons mis en place un comité
à Paris pour réfléchir justement sur l'apport de la diaspora burkinabé à la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Et je fais partie de ce comité. Merci, M. Adama Coulibaly, d'être venu sur ce plateau, nous faire partager votre vision du Burkina Faso nouveau, du Burkina Faso que vous comptez gouverner si vous êtes élu président en 2020. Vous serez candidat? Le parti en décidera. Merci, c'est la dernière question. Merci. Voilà, merci d'être venu. Je recevais Adama Coulibaly, le président de l'APP Burkindi, un nouveau parti politique qui a vu le jour en juin dernier et qui a effectué sa rentrée politique le 24 novembre dernier, ce week-end. Merci d'être passé, M. Adama Coulibaly. Maintenant, merci. La suite de ce journal avec cette phrase « Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent coup d'État ». Voilà la déclaration faite par le général Gilbert Diendéré hier au premier jour de sa comparution. Eh bien, celui qui est considéré comme le principal accusé dans le procès des putsch manqué de septembre 2015 n'a pas varié sa défense. Au contraire, il a donné des détails mettant en cause la hiérarchie militaire. On écoute les explications de Roméo Koyeta. Après avoir affirmé lors de sa première comparution qu'il n'était pas le commanditaire du coup d'État, le président du tribunal a demandé au général Gilbert Diendéré à l'audience du jour qui était alors le véritable commanditaire de ce putsch. Réponse de l'accusé, je cite, « Je ne peux pas dire qui a commandité ni qui a exécuté ce coup d'État. Ce que je sais, 2 éléments du RSP sont venus me chercher après avoir arrêté les autorités de la transition le 16 septembre. Le général dit avoir suivi sans véritablement chercher qui a fait quoi. Pour lui, il s'agissait encore d'un problème consécutif à la crise avec le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Alors que dans les procès verbaux de l'adjudant Jean-Florent Nion, ce dernier affirme que c'est Roussoubé Roger, dit le Touareg, qui est venu lui dire que le général Gilbert Diendéré a demandé de faire un coup d'État. Pour certains avocats de la partie civile, le général Gilbert Diendéré ne veut tout simplement pas s'assumer. Quand on se réfère aux déclarations qu'il a faites au temps fort de la crise, nous trouvons que nous assistons à un malheureux rétropédalage. Et ça, ce n'est pas à son honneur. Le général Gilbert Diendéré affirme qu'il ne se serait pas lancé dans une telle aventure si la hiérarchie militaire avait marqué son opposition dès les premières heures du putsch. Même son de cloche pour son avocat. Ils l'ont accompagné dans tout ce qu'il posait comme acte en tant que président. Ils ont autorisé les sorties d'avion pour aller prendre du matériel. Lequel matériel a été demandé parce qu'ils en voulaient pour le maintien de l'ordre, pour l'accompagner. Donc ils ne les accusent pas pour accuser, les faits sont têtus. Après 2 jours de comparution du général Gilbert Diendéré, bien malin qui pourrait dire à ce stade du procès qui sont les véritables commanditaires de ce putsch. Certains avocats de la partie civile espèrent que la vérité jaillira à l'issue des différentes confrontations entre le général Gilbert Diendéré et les sous-officiers mis en cause. L'audience reprend demain mercredi 28 novembre. Voilà, toute autre chose à présent. Le Burkina Faso serait exemplaire dans la place de la femme, dans le développement économique de son pays. C'est l'Organisation de la coopération islamique qui le dit, l'OCI, qui a donc choisi le Burkina Faso pour abriter la 7e session de sa conférence ministérielle. Natacha Ouedraogo. 2 années après la tenue de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, des progrès significatifs ont été enregistrés en matière de promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Et le Burkina Faso a aussi été bon élève, sinon l'un des meilleurs parmi les États membres. C'est donc lui qui abritera la 7e session de cette conférence ministérielle après Istanbul. La session offrira l'opportunité aux États membres ainsi qu'aux institutions partenaires de discuter des avancées sur les questions de l'autonomisation de la femme, de la mise en œuvre du plan d'action de l'OCI sur la promotion de la femme et des politiques de genre dans les États membres de l'OCI. En outre, les participants identifieront les principaux obstacles et challenges auxquels sont confrontées les femmes dans les États membres et partageront leur expérience en vue de formuler des recommandations spécifiques sur la mise en œuvre du plan d'action OCI pour la promotion de la femme. Cette rencontre de haut niveau sera également l'occasion pour chaque État membre de faire le point de la mise en œuvre des recommandations d'Istanbul pour une mutualisation des efforts.
il est important et capital de mutualiser nos efforts. Il est important et capital de partager les expériences. Parce que nous avons les mêmes problèmes, peut-être que les contextes diffèrent, mais l'expérience réussie ailleurs peut nous réussir si on contextualise et on opérationnalise ces actions d'ailleurs chez nous. Donc il est important parce que ça fait 57 États, donc ça fait 57 expériences à partager ensemble, à mutualiser les efforts techniques, à mutualiser les efforts financiers pour arriver à booster les femmes. La 7e session de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'OCI se tiendra du 30 novembre au 1er décembre 2018 sous le thème « Autonomisation de la femme dans les États membres de l'OCI, enjeux, défis et perspectives ». D'une capacité de production annuelle d'environ 300 000 tonnes de granulats, la carrière de granit de Sogo-Sagasso, c'est à Bobo-Dioulasso, a été inaugurée ce week-end. Elle devrait permettre de créer 80 emplois directs et 100 emplois indirects. Arsène Kanditamde. Par cette coupure de ruban, les travaux d'exploitation de la carrière de granit de Sogo-Sagasso dans la commune de Bobo-Dioulasso sont officiellement en marche. Une production d'environ 300 000 tonnes par an en granulats de qualité est attendue sur ce site. Pour le premier responsable de la société Afrique Carrière, filiale de Cogeb International, cette production va permettre d'approvisionner les entreprises en agrégat pour les projets d'infrastructures de développement dans la région. Afrique Carrière, comme le ministre a si bien le dit, est une société qui a pour objet la transformation de granit en toutes sortes de granulométrie pour donc rentrer dans l'exécution des travaux de routes, des bâtiments et de fabrication de briques, pavés, pour faire comme à Laongo, on peut faire des objets d'ornement. En tout cas, à travers cette activité, il faut savoir que beaucoup d'activités peuvent se joindre pour donc, ce qu'on appelle avoir une valeur ajoutée à la ville de Sia particulièrement et à Sogo-Sagasso surtout. À cette occasion, le patron et le parrain de la cérémonie saluent les promoteurs des carrières et les encouragent à persévérer davantage afin de promouvoir le développement du secteur. Vous me permettrez de saisir cette opportunité pour saluer les promoteurs de cette carrière qui ont récemment réussi à mettre tous les promoteurs de carrière du moins, qui ont récemment réussi à mettre en place leur association professionnelle dénommée Association des carrières du Burkina. Cette organisation fêtière qui vise le développement du secteur des carrières et la maximisation de ses retombées sur l'économie nationale contribuera fortement à accompagner les efforts du gouvernement. C'est d'où l'occasion pour nous de féliciter les promoteurs à la personne de M. Mando pour cette belle initiative, non seulement pour le Burkina Faso et de particulier pour la région des Hauts-Bassins. Nous, en tant qu'élus locaux, nous insistons à motiver les promoteurs à venir pour ce genre d'investissement dans la région, pour relancer encore la région qui était jadis la capitale économique de Burkina Faso. La nouvelle carrière installée dans la commune de Bobo-Dioulasso va générer 80 emplois directs et 100 emplois indirects. Cette carrière est la 5e et la plus moderne des 5 carrières du groupe Cogeb, après celle de Yimdi, de Zignaré, de Tanguin-Dassouri et celle située au Mali. Retour à Ouagadougou où le chef de l'État a reçu en audience ce matin le ministre ivoirien des Ressources animales. À la tête d'une forte délégation, Kobena Kwasi Adjoumani est au Burkina Faso dans le cadre de la première édition du SABEL, le salon de l'élevage du Burkina Faso dont il est le parrain. Le SABEL s'est ouvert ce 27 novembre en présence du président du Faso, Madina Sienou. De Ouagadougou transformé en foire d'exposition de bétail et de volailles, et ce pour 5 jours. Pendant 5 jours donc, Ouagadougou fera la promotion des filières animales et halieutiques à travers le salon de l'élevage du Burkina Faso. Ce secteur contribue pour 18% au produit intérieur brut du Burkina Faso. C'est donc tout naturellement que le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait le déplacement, question d'encourager les producteurs. Le Burkina Faso est un pays à vocation pastorale pour lequel l'élevage
qui occupe plus de 80% de la population active, constitue l'un des secteurs les plus importants de l'économie nationale, avec une contribution estimée à 18% du PIB et 26% aux recettes d'exportation. Les effectifs du secteur au Burkina Faso sont estimés à près de 9,7 millions de bovins, plus de 10 millions d'ovins, plus de 15 millions de caprins, plus de 2 millions de porcins, plus de 46 millions de volailles et près de 26 000 tonnes de poissons produites en 2017 et plus d'1 million d'asins que nous avons pu préserver à travers les décrets que vous avez bien voulu adopter pour la protection de nos salles. En plus de faire la promotion de l'élevage et la valorisation des produits animaux, le salon se veut également un cadre de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs nationaux et internationaux du secteur pour faire de l'élevage un levier de développement du Burkina Faso. Le Sabel également, c'est une occasion d'encourager les producteurs. Nous avons fait le tour, nous avons vu toutes les productions, qu'elles soient animales ou halieutiques, qui sont présentées ici. Nous avons vu tous les domaines qui relèvent également de l'élevage, à savoir la production de fourrage, etc., etc. Et je pense que c'est une occasion également de rendre visible l'action des Burkinabés dans le domaine de l'élevage. C'est un domaine qui est important, qui emploie beaucoup de personnes. C'est un domaine dans lequel également l'autonomisation de la femme peut être jouée de façon fondamentale, que ce soit sur l'élevage des poules, que ce soit l'élevage des moutons, et également des chèvres, etc. Et donc nous devons, comme ils l'ont souhaité d'ailleurs lors de leur intervention, regarder et faire en sorte que le budget de l'élevage puisse être accru, de manière à permettre effectivement à ce que nous puissions monter, je dirais, ce ministère au niveau souhaité. Parrainé par le ministre ivoirien en charge de l'élevage, le Sabel se tient sous le thème « Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie ». Plusieurs activités dont un panel se fera autour de ce thème. Et pour terminer du sport avec des muscles, beaucoup de muscles, Aaron Bibi, l'un des hommes les plus forts du monde en termes de puissance musculaire, est à Ouagadougou après Bobo Dioulasso pour l'acte 2 de la compétition sportive qu'il organise. Regardez, ce sont des démonstrations de force humaine. Roméo Koeta. La compétition est dédiée aux athlètes de la catégorie junior. Mais dans l'arène, la vedette du jour, c'est bel et bien lui, Aaron Bibi. 1,90 m, 66 cm de tour de bras pour 188 kg. En véritable star, il fait une entrée triomphale au plus grand bonheur des milliers de fans venus le découvrir pour la première fois. La scène se passe dans la cour du CIAO, à la deuxième édition du Max Strongman Junior, dont il est l'initiateur. 12 athlètes au départ, venus de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou. Le principe est simple, obtenir la meilleure moyenne à l'issue des 4 disciplines en compétition. La première épreuve, la levée de poids, coefficient le plus élevé. 69 kg pour débuter, tout en ajoutant 10 kg de plus après chaque tour éliminatoire. Et il y a forcément des abandons au fur et à mesure que la charge augmente. Seulement 2 parviendront à passer la barre des 93 kg. La différence se fait au tour suivant, 97 kg. Samson. Les autres disciplines sont des épreuves de puissance à l'épaule, d'endurance et de course contre la montre. À l'arrivée, c'est Aimé Émile Rodrigue dit Sangoku qui l'emporte et devient ainsi le vainqueur de la deuxième édition du Max Strongman Junior. Le strongman, c'est un sport pas très facile, c'est un sport de retournement de situation en réalité. Bon, à Bobo, j'ai été battu par Samson. Je l'avais promis depuis là-bas que j'allais le battre à Ouagadougou. Et ceci étant, j'ai dû performer dur. 2 compétitions en l'espace de 2 semaines à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Un pari réussi pour l'initiateur. Mes athlètes ont très bien performé et je suis fier de ma nouvelle organisation internationale. Le nom c'est Max Strongman. Et l'objectif vraiment c'est d'aider tous les athlètes en strongman au Burkina Faso.
Donc voilà, déjà j'ai commencé des sélections et dans l'avenir c'est la relève. Donc en tant qu'ambassadeur de ce sport, vraiment, je tiens vraiment à aider mes frères à aller loin aussi. Assurer la relève, telle est l'ambition de ce champion mondial d'haltérophilie. Une ambition à laquelle adhère son sponsor officiel, la marque de boisson X+, dont il est l'ambassadeur. Nous avons lancé notre nouvelle boisson énergétique qui est X+. Et cette activité de Aaron Bibi qui fait appel à l'énergie, aux jeunes qui sont forts, d'où notre présence ici pour sponsoriser cet événement. Dans les prochaines semaines, Aaron Bibi compte étendre la compétition aux autres villes du pays. L'objectif étant de dénicher de jeunes pépites de ce sport de performance physique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, 19h30, pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.